que ça capte. C'est là. Elle est là. Donc si vous voulez, on va se mettre devant. Donc voilà, nous voilà de retour avec le Globe 777, toujours devant BFM TV pour réclamer un plateau TV sur les placements abusifs et notamment peut-être une émission consacrée, un reportage pour mettre en évidence les dysfonctionnements qui a lieu à travers l'aide sociale à l'enfance, puisque des dizaines de milliers d'euros sont dépensés dans les procédures judiciaires. Bien souvent, ce sont des rapports, quelquefois même des rapports alarmants, de faux rapports alarmants. Et du coup, ce ne sont absolument pas des enfants qui devraient être placés, qui le sont. Et c'est ce que tous ces parents sont venus dire aujourd'hui. Et nous sommes avec Jean-Philippe, ici, devant BFM TV. On va prendre ce plan-là. Jean-Philippe, vous devez probablement le connaître, c'est le mari de Karine Trapp qui est toujours en grève de la faim depuis... Alors, vous allez pouvoir nous en dire plus. Oui, c'est malheureusement aujourd'hui le 118e jour de grève de la faim pour Karine Trapp. Donc, vous le savez, à un moment désenfanté le 18 mai 2017, 4 gendarmes et 2 éducateurs ont débarqué chez elle et lui ont arraché Samuel qui avait 2 ans et demi, Noah qui avait 7 ans et demi. Pourquoi? Simplement parce qu'elle s'était séparée quelques temps plus tôt du papa de son cadet, qui était violent. Et ce monsieur, en fait, il a trouvé le meilleur moyen de rétorsion, c'est de calomnier Karine et de provoquer l'intervention des services sociaux. Et ces gens-là ont fait ce qu'ils font très souvent, trop souvent. Ils sont intervenus avec un manque total de discernement, de bienveillance, d'humanité. Et plutôt que de faire la part des choses, de se donner un peu de temps pour comprendre ce qui se passait, ils ont arraché les enfants. Et Karine se bat depuis 4 ans pour récupérer ses enfants. Bien qu'il y ait de toute évidence dans ce dossier aucune notion de maltraitance, c'est acté, c'est démontré. Par exemple, lorsque la magistrate de Nîmes a replacé Noah, le plus grand foyer, en octobre dernier pour 15 mois, elle avait dans les mains un élément très édifiant, c'était un rapport de la protection judiciaire de la jeunesse qui actait, ouvrez les guillemets, l'extrême bienveillance de la maman. Donc où est la notion de danger ou de maltraitance? Elle actait dans un même temps le fait que son conjoint, le docteur Labraise, moi en l'occurrence, était quelqu'un d'équilibré. J'ai élevé 2 enfants qui ont 29 ans et 23 ans et qui sont parfaitement intégrés dans la société. Voilà, donc on a démontré, Karine et moi, notre capacité à prendre en charge les enfants. Et avec ce rapport entre les mains qu'elle avait pourtant elle-même demandé, la magistrate a replacé Noah en foyer pour 15 mois. Et pourquoi? Pour une raison très simple. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Tout simplement parce que quand des parents sont victimes de retrait abusif d'enfants, ils ont 2 options. Soit ils font profil bas, ils s'écrasent, permettez-moi l'expression. Oui. Et dans ce cas-là, au fil des années, d'élargissement des droits de garde en élargissement de droits de garde, avec un peu de chance, ils vont récupérer les enfants. Si par contre les parents restent dignes, intègres et disent à la justice « mais vous ne pouvez pas faire ça », par exemple si c'est une maman, elle dit « mon fils, je l'ai porté pendant 9 mois, je l'ai mis au monde dans la souffrance, je l'ai éduqué avec des valeurs, avec amour, et vous venez me le retirer sur la base de quoi ?» La base de quoi, il faut comprendre qu'en règle générale, ce sont des rapports tendancieux ou mensongers de l'aide sociale à l'enfance. Et cette parole de l'aide sociale à l'enfance, elle a la valeur de parole d'évangile, et la parole des parents ne vaut rien. Donc, en fait, ça viole un principe de droit dans un état de droit qui est le contradictoire. Comment on peut faire apparaître la vérité si les paroles n'ont pas la même valeur et si le juge ne les confronte pas, ces paroles, et ne se forge pas une intime conviction. Et les enfants aussi. Parce que Noah, depuis qu'il est en foyer, depuis 2 ans et demi, il a 11 ans et demi, ce petit bout, c'est un enfant précoce, surdoué. Moi, je le vois s'éteindre au fil des mois. Parce qu'il demande sa vie d'avant. Bien sûr, il s'épanouissait avec sa maman. Et la magistrate nie systématiquement cette parole. Ce faisant, d'ailleurs, elle viole la Convention internationale des droits de l'enfant, qui replace la parole de l'enfant au cœur du dispositif. Quand l'enfant peut être entendu, bien évidemment, et c'est le cas de Noah. Chaque fois qu'il a l'occasion de rencontrer la juge, de parler, d'échanger verbalement avec elle ou d'écrire, il dit « je veux ma vie d'avant, je veux rentrer chez moi ». Il a même menacé de se défenestrer, Noah. Il y a quelques mois, il y a une adolescente de 15 mois qui s'est suicidée. Elle s'est défenestrée. De 15 ans? Pardon, une adolescente de 15 ans qui s'est suicidée. Elle s'est défenestrée, alors les services sociaux disaient que tout allait bien, qu'elle s'épanouissait là où elle était placée, sauf qu'on l'a empêchée de rentrer chez elle et elle s'est suicidée. Et en parlant de suicide, pour acter la détresse de milliers de parents en France, il y a eu 2 suicides récemment. Une maman qui s'est suicidée en Corse, 26 ans, et un papa qui vient de se suicider hier ou avant-hier à Thonon. Même chose, ils réclamaient leurs enfants
On les privait abusivement du droit de récupérer ses enfants. Leur détresse, ils l'ont manifesté sur ce mode-là, ils ont mis fin à leur jour. Quelle violence! Alors comment expliquer que finalement un processus judiciaire, un processus de l'ASE donne naissance à des morts et qu'on n'en entende pas parler davantage. D'ailleurs aujourd'hui, on est un petit peu là pour ça, pour mettre la lumière sur justement cette problématique. Pourquoi l'État, pourquoi le gouvernement ne répare pas ces dysfonctionnements et pourquoi cette opacité de l'ASE? Alors ça, c'est une excellente question. En fait, pourquoi? Vous le savez comme moi, hein, Pierre Naves, inspecteur général des affaires sociales, disait en 2007 que la moitié des placements au moins pourraient être évités. C'est un euphémisme. Pourraient être évités, ça veut dire qu'ils interviennent en contravention avec le droit, avec la loi, donc ils sont abusifs. Et il a ajouté, il faudra peut-être 15, 20 ou 25 ans pour réformer ça. Les parlementaires, c'est leur rôle. Ils ont été élus pour ça, pour réformer la société. Ils savent depuis des années que ce système-là dysfonctionne, qu'il détruit des vies. La moitié, c'est très simple. Si on part sur la base de 130 placements chaque année, 65 à 70 000 sont abusifs. Ce sont des dizaines de milliers de parents et d'enfants qui sont détruits. Les parlementaires connaissent cette réalité. Ils n'ont pas le courage de réformer ce système. Alors, les raisons, elles pourraient être... Il y a des raisons forcément derrière. Il y a des raisons derrière. Peut-être que l'une d'entre elles, c'est simplement le fait que ce soit une manne financière. Ce budget-là considérable, peut-être que vos auditeurs le savent pas. 9 à 13 milliards voilà. Par an. Un enfant placé, c'est 7 500 € par mois. Pour peu qu'il ait un handicap, et parfois le cataclysme psychologique engendré par le fait d'être tiré à des parents bienveillants, ça va provoquer des troubles mentaux. L'enfant va être mis sous psychotrope, malheureusement. Il va être étiqueté handicapé et c'est 21 000 € par mois. Donc c'est une manne financière. En fait, concrètement, M. Morillon avait raison quand il disait que l'enfant est devenu une marchandise. Et ce budget-là est devenu en fait une variable d'ajustement pour le budget des conseils généraux. Donc c'est peut-être compliqué pour des politiques de se mettre ces gens-là à dos et de couper cette manne, et tout simplement parce qu'ils peuvent en profiter. Et justement, nous sommes en période d'élection pour les conseils généraux, et c'est justement une parole qu'il faut entendre. Réguler et avoir une totale transparence, j'ai envie de dire, en matière de budget. Je n'ai vu aucun programme politique qui parle de l'aide sociale à l'enfance. Ça crée des millions d'emplois. Il faut savoir qu'il y a 2 millions d'emplois qui sont créés grâce à ces retraits d'enfants. Bien sûr, l'enfant est devenu une marchandise. Mais vous parlez de ces gens-là qui vont être élus au conseil généraux. Bien évidemment qu'ils n'ont aucune volonté de couper cette manne financière-là, puisqu'encore une fois, ça va être une variable d'ajustement. Mais c'est choquant, parce qu'en fait, ils pérennisent un système qui détruit des vies. Or, leur responsabilité d'élus, c'est justement de réformer ce système. Philippe Séguin, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président de la Cour des comptes, était quand même d'une sévérité exemplaire quand il parlait de l'aide sociale à l'enfance. D'abord, il actait le peu d'audit, le peu de contrôle. Un audit toutes les 25 ou tous les 30 ans, ça ne va pas. Mais il disait dans un rapport de 2009, je crois, lui, il actait la barbarie du système. Monsieur Séguin, il n'utilisait pas ce mot par hasard. Oui. Il parlait de la violence institutionnelle. Il n'utilisait pas ces termes par hasard. Donc cette réalité, elle existe. Maintenant, les politiques se cachent derrière leur petit doigt. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le courage de réformer ce système. Quand vous entendez Mme Goulet, il y a M. Lassalle qui essaie de travailler dans ce sens-là. Mme Vonner qui a témoigné sa sollicitude à Karine, donc qui a compris ce qu'elle vivait. Mais en fait, ils n'ont pas le courage de réformer ça. Et ce qu'ils font, Mme Goulet, par contre, elle qui devrait connaître, savoir... Elle sait ce que c'est ce système-là. Elle a été bousculée lorsqu'elle était elle-même placée. Mais elle vient dire en fait que les placements sont justifiés. C'est choquant. Parce qu'ils n'ont pas le courage de réformer ce système qui devrait l'être, ils disent que ça n'existe pas. Mais c'est une violence inouïe pour les parents et les enfants. Donc vous n'existez pas. Les parents qui sont victimes de placements abusifs ne sont pas... Attends. Ces parents n'existent pas. Et c'est pour ça que peut-être ils n'existent pas aussi. Ils ne veulent pas les laisser exister dans les médias. Donc on n'est pas en pleine liberté d'expression. On n'est pas en pleine liberté d'expression et c'est très volontiers que j'ai répondu à cette invitation pour venir parler devant BFM TV parce que les médias qui ne relaient pas les 118 jours de grève de la faim de Karine, cette maman de 26 ans qui s'est suicidée en Corse il y a 3-4 jours,
ce papa qui vient de se suicider à Thonon-les-Bains, c'est-à-dire cette détresse, ce désarroi, ce cataclysme dans la vie de dizaines de milliers de familles, ont une lourde responsabilité dans le fait que ce système se pérennise, dure et dure encore, et que les parlementaires ne prennent jamais la responsabilité pour le réformer. Parlementaires et médias assument une lourde responsabilité dans le fait, encore une fois, que ce système continue à détruire des milliers de vies chaque année. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait engager comme action pour que justement il y ait plus de visibilité, que les enfants ne soient pas placés sous un coup de délation ou juste parce qu'on a besoin d'un enfant en plus dans un foyer ou dans une famille? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement demander ce type de réforme? Parce qu'on a tout essayé, on a essayé les médias, on a essayé d'y passer. D'ailleurs, si vous nous entendez BFM, voilà, il est vraiment primordial d'inviter les parents, et si ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas leur consacrer une émission. Mais ce qu'il faut faire en fait, c'est déjà que les parents qui sont confrontés à ça, eux-mêmes se mobilisent massivement, se coordonnent, s'unissent, forment des associations. Mais moi, j'invite bien évidemment les parents confrontés à cette violence à se mobiliser massivement, mais j'invite aussi tous les citoyens qui ne sont pas directement confrontés à ça à se mobiliser. Pourquoi? Parce que vous avez touché du doigt une réalité indiscutable. C'est que les gens ont peur. Les gens ont peur. J'ai présidé la branche française d'une association internationale qui combat les abus psychiatriques. J'ai vu des gens terrorisés à l'idée qu'on puisse, de façon tout à fait arbitraire, les prendre et les interner. Je vois des parents qui sont terrorisés à l'idée que des éducateurs de l'ASE, avec des gendarmes éventuellement, puissent débarquer chez eux du jour au lendemain et leur prendre leur enfant. Donc ces gens ont compris que c'était la lutte du pot de terre contre le pot de fer et ils restent silencieux. Donc il faut que cette voix-là, elle soit portée par un nombre de plus en plus grand de citoyens. Non seulement ceux qui sont confrontés directement à cette violence, mais d'autres citoyens français qui, sans y être directement confrontés, disent « par mon silence, je ne vais pas cautionner ça ». C'est ma responsabilité que d'être aux côtés de ces parents et de porter leur voix. Je voudrais vraiment redire une chose parce que c'est quelque chose que j'ai à l'esprit depuis des décennies. Vous le savez comme moi, Einstein disait une chose très juste. Ce monde est dangereux, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Ceux qui font le mal ne sont pas suffisamment nombreux. Nous sommes beaucoup plus nombreux, nous gens bienveillants. Mais il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on devienne une force tonitruante, que notre voix porte. Et là, les politiques ne pourront pas faire autrement que de nous entendre, parce que nous sommes leurs électeurs. Est-ce qu'on peut rappeler, pour ceux qui nous regardent, depuis combien de jours est l'état de santé de Karine Trapp aujourd'hui, et quelles sont les prochaines mobilisations, et puis votre page pour qu'ils soient beaucoup plus informés? Bien sûr. Voilà. Bien sûr, volontiers. Karine, elle est à 118 jours de grève de la faim, donc il n'est pas nécessaire d'être médecin pour comprendre ce que ça fait un organisme humain. 118 jours de grève de la faim. Pour ceux qui s'étonnent sur ce chiffre, sachez qu'une avocate turque est morte à 238 jours de grève de la faim. Une chanteuse turque est morte à 288 jours de grève de la faim. Donc moi, je suis médecin naturopathe. Karine, avant même de commencer sa grève, elle avait ce qu'on appelle un statut nutritionnel optimal. Elle prenait beaucoup de compléments nutritionnels qu'elle a continué à prendre. Ceci étant, son corps décline, elle est cachectique, Karine. Elle ne récupérera pas son état de santé antérieur. Mais Karine, elle veut vivre. Karine, elle demande juste quelque chose de légitime. Récupérer ses enfants qui lui ont été abusivement et arbitrairement arrachés et reprendre le cours normal de sa vie avec son conjoint, avec Samuel et avec Noah. C'est tout ce qu'elle demande, Karine. Comment peut-on accepter qu'elle se batte depuis 4 ans pour demander ce droit légitime? Le jugement devait être rendu le 24. Donc l'audience a eu lieu le 20 mai. Karine, elle était déjà à 82 jours de grève de la faim. Et ils ont repoussé ça au 24 juin. Voilà. Donc c'est un préjudice considérable. En fait, on a le sentiment, et moi je l'ai écrit, que les juges, ça n'est absolument pas un problème pour eux. Ils regardent sans état d'âme Karine mettre sa santé et sa vie en danger. C'est choquant. D'autant qu'ils savent qu'ils ont entre les mains un dossier dans lequel aucun argument pertinent, valable, ne justifie le retrait des enfants. Le gouvernement français est en train de laisser Karine mourir. Est-il en train de commettre un meurtre, un homicide? Moi, si vous voulez, je l'ai dit devant le palais de justice. La justice a exhumé récemment un dossier et je pense que cet exemple, il est édifiant.
C'est une gendarme qui s'est suicidée il y a 10 ans. On a mis son geste sur le compte d'une dépression. Or, sa famille disait qu'elle se plaignait depuis des mois et des mois et des mois d'être harcelée par sa hiérarchie et ses collègues. Et un magistrat vient d'exhumer ce dossier et de le requalifier en homicide involontaire. Moi, je dis depuis des mois que la justice harcèle cette maman. Si elle décède, ce serait à la limite même pas un homicide involontaire, parce qu'il la regarde mettre sa santé et sa vie en danger. Il la laisse sciemment se dégrader, voire courir le risque de mourir. Et j'ai interpellé solennellement M. Dupond-Moretti, j'ai interpellé solennellement M. Macron. On m'a répondu la séparation des pouvoirs, ce à quoi j'ai moi-même répondu à M. Macron. Monsieur Macron, vous êtes le garant de la Constitution française. Dans son préambule, la Constitution française rappelle son attachement aux droits de l'homme, à la déclaration de 1789. Que sont les droits de l'homme dans un pays où la justice peut de façon tout à fait arbitraire maltraiter les faits, maltraiter la vérité, violer le droit des parents et des enfants et priver abusivement une maman de ses 2 garçons et priver abusivement Samuel et Noah de leur maman depuis 4 ans. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Et si nous ne sommes plus dans un état de droit, c'est directement votre responsabilité en tant que garant de la Constitution française. Donc à nouveau, solennellement, je vous interpelle. Parce que si ma conjointe, malheureusement, décède de son action, peut-être d'un arrêt cardiaque dans quelques jours si elle devait continuer son action, ou plus tardivement, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Vous-même, M. Moretti, également, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Et je considère, moi, citoyen français, qu'à ce titre, votre responsabilité pourrait être recherchée. Puisqu'il s'en est suivi de faits graves, puisque la mort est venue finalement. Donc c'est extrêmement grave. Alors, diriez-vous que notre gouvernement nous protège, il cherche notre sécurité? Elle est où la sécurité du citoyen dans tous ces voies de fait, j'ai envie de dire? Oui, parce que on peut les considérer en tant que tels. Ce sont des voies de fait. Très concrètement, c'est une violence. Ce sont des arbitraires. C'est la violence qui s'abat sur des familles sans raison. Donc effectivement, c'est une carence indiscutable, voire une incurie des pouvoirs publics, puisqu'ils connaissent ces dysfonctionnements. Pierre Nave les a actés, d'autres les ont actés depuis. Quand on échange avec des députés, ils disent qu'il y a des pièces entières à l'Assemblée avec des dossiers et des dysfonctionnements. C'est vrai. Donc cette réalité, ils la connaissent. Donc laisser persister un système qui détruit des vies, c'est assumer la co-responsabilité de cette destruction de vie. C'est un constat banal, mais personne ne peut nier ce constat-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Jean-Philippe, et puis j'espère, je vous souhaite de récupérer les enfants. Et je lui souhaite de tenir beaucoup de courage et beaucoup de soutien. C'est très dur pour elle. À Karine, ouais, je sais, je me doute bien. Mais on prie aussi. Hein, on prie aussi. On s'aide en priant. Je vais essayer de trouver. Alors, je ne sais plus si Yana voulait parler ou. Samia. Ah, il y a Samia. Bah, tu peux aller la chercher. Voilà. Et je vais partir un peu parce que comme je suis en live, voilà, si vous pouviez parler là. Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est le mari de Karine Trapp qui est ici devant BFM TV avec d'autres parents qui sont regroupés. Et tu veux prendre la parole ou pas? Non. Donc ici on a le cas de Samia qui est ici. Bonjour Samia. Alors non mais viens, on va se mettre un petit peu à l'écart parce qu'on n'a pas de micro. Voilà, c'est les aléas du direct. On va avancer un petit peu loin des conversations pour que tu puisses. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, on se met juste là, sous l'arbre, juste ici. Voilà. Donc viens parce que je vais mettre le pied ici. Non, c'est pas grave, on est en direct. Donc Attends, tu veux que je la claque? ouais, t'as raison. Elle va se parler. C'est très gênant même. Voilà. Donc voilà. Donc Samia, toi tu es venue ici devant BFM. Alors tu es venue parce que tu es concernée directement par les placements abusifs. Explique-nous un petit peu ton histoire. Alors moi j'ai été victime d'un placement abusif le 26 juin 2018. J'avais initié moi-même une demande d'AMO, ce qu'on appelle une assistance éducative en milieu ouvert. Et j'ai demandé au juge, puisque mon fils m'avait confié ses souffrances, qu'on mette en place une AMO.
J'ai pas eu gain de cause tout de suite, mais la juge des enfants a fini par ordonner la mesure. Et j'ai été reçue par une structure située dans les Hauts-de-Seine, bienveillante, au préalable, l'éducatrice jeune, mais était jeune mais bienveillante, et elle m'a bien confirmé que les souffrances de mon fils étaient avérées, à savoir des faits de maltraitance et de harcèlement moral. J'ai donc d'un commun accord avec eux. Alors qui c'est qui faisait qui est à l'initiative de ces maltraitances et de ce harcèlement moral? Le père et sa belle-mère. D'accord. Depuis petit, ils nous rapportaient des souffrances, mais on mettait plutôt sur le compte de la transition d'un domicile à l'autre lors de l'exercice du droit. Tu étais séparée en fait du papa? Oui, je suis séparée depuis 2018. J'ai divorcé par consentement mutuel. Donc au départ, ça se passait très bien. Puis voilà, il a refait sa vie et ils se sont mis pour le punir moi à harceler mon fils, à le maltraiter. Mais on n'avait pas conscience, si vous voulez, que les violences étaient aussi graves, puisqu'il s'agit en plus d'un enfant précoce avec une hypersensibilité. Voilà. Avec une hypersensibilité, c'est un enfant précoce, donc j'imagine qu'il a dû, on a dû lui faire des tests de QI pour déterminer qu'il était précoce. Oui. Donc il entrait dans une éducation un peu particulière, puisque c'est pas la même éducation pour les enfants précoces. Ils préconisent des choses en général. Oui, donc c'est un peu comme ça que les signalements sont partis. Ou qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'on te le retire? C'est ton comportement, c'est ce que tu as dit, c'est quoi exactement? Effectivement, il y avait un contexte scolaire, c'est-à-dire qu'il avait été harcelé initialement dans un collège, il avait suivi une scolarité dans un établissement Montessori, puisque c'était un enfant à haut potentiel. Il y avait eu des tests de fait depuis la primaire et il ne pouvait plus rester dans la structure du public. Le père s'était opposé à ce qu'il change d'école lorsqu'il était harcelé, et donc j'avais dû faire un référé pour qu'Adam puisse intégrer une école adaptée, savoir un petit collège privé, dans ce catholique, mais très bienveillant. Et c'est comme ça qu'on a eu un signalement, mais d'un commun accord avec l'académie de Nanterre. Et puis de là a commencé le conflit. Le conflit s'est exacerbé et s'est intensifié à ce moment-là. Et là, ça fait combien de temps donc que tu n'as pas vu ton enfant? Alors là, je ne l'ai pas vu depuis le mois dernier, puisque la juge des enfants de Bordeaux a donc renouvelé la mesure éducative de mon fils, alors que je n'étais pas présente. J'avais demandé un report puisqu'il y avait des erreurs juridiques. Je n'avais pas été convoquée dans le délai des 8 jours, et donc j'avais demandé le report. Et en fait, ils ont quand même tenu l'audience et elle a renouvelé. Là, c'est encore plus grave. C'est une audience qui est nulle, en fait. C'est une audience qui était intenable. Voilà, exactement. Et ils ont quand même tenu une audience intenable. Ils l'ont quand même maintenue. D'accord. C'est une erreur de droit manifeste, une violation de la loi. D'ailleurs, on s'étonne que dans les tribunaux, parfois, notamment en matière de droit de l'enfant, droit de la famille, que la législation en vigueur ne soit pas appliquée. Comment un juge peut faire déni de la loi. Le juge est là pour dire la loi. Il n'est pas là pour l'interpréter, il est là pour la dire. Dans les conditions qui sont accordées par le code de procédure pénale. C'est grave, donc tout pourrait être annulé. Exactement. Au final, toute la procédure peut être annulée. De toute façon, elle est nulle, cette procédure. La procédure est illégale. Elle est illégale. On le voit sur les jugements. Il doit figurer certaines mentions, comme le nom du greffier, comme la signature, etc. Et on peut dire à 99% que tous les jugements, les procédures qui ont été ordonnées ou rendues ne sont pas conformes à la loi et encore moins au code de procédure civile et encore moins au droit de la famille, puisque le JAF n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de ma demande de révision de la pension alimentaire et de droit de garde. Et aujourd'hui, toi exactement, qu'est-ce qui t'est reproché? Quels sont les reproches qu'on te fait pour te tenir éloigné de ton enfant
C'est quoi les raisons en fait? Qu'est-ce qu'on te dit? Pourquoi on l'a placé? Alors là, on a renouvelé le placement en novembre pour 2 ans, jusqu'à sa majorité. Donc on voit bien que la protection de l'enfance veut maintenir la mesure le plus possible chez le parent malveillant, puisque ça juste... Donc il est chez son père. Il est chez son père, dans la région de Bordelaise. J'ai d'ailleurs fait appel au conseil départemental de Gironde, à la vice-présidente du conseil départemental, à qui j'ai envoyé plusieurs mails, puisque j'ai été élue précédemment sur 2 mandats. Et elle n'a jamais fait réponse. Elle est décédée depuis, mais elle n'a jamais fait réponse à mes mails. Donc elle était parfaitement informée. Donc j'attends. Est-ce que tu le vois, toi, mais quand même tu l'as vu. Dès la dernière fois que tu l'as vu, il se portait comment? Est-ce que toi, tu as des inquiétudes par rapport à l'éducation qui lui est donnée, le contexte dans lequel il peut vivre? Qu'est-ce que tu as pu remarquer? J'ai remarqué qu'il avait énormément maigri, notamment en 2019. Il était quasiment rachitique, ça se voit physiquement. Tu penses qu'il ne mange pas à sa faim? Ah oui, il ne mange pas à sa faim, ça c'est clair. D'ailleurs, quand il vient, il repart avec des provisions qu'il achète. Il est complètement dans le syndrome de Stockholm, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Il est sous emprise puisque lors de l'audience d'avril 2019, il a été auditionné par le juge de la cour d'appel. Et qu'il a révélé certaines choses qui ne sont pas rendues dans le jugement. Il a fallu que j'aille... Il n'y a pas de greffière? Si, j'ai demandé les notes du greffe et là on a vu effectivement que l'enfant avait confié des violences physiques, du harcèlement et c'est écrit noir sur blanc, mais ça n'a pas été retranscrit dans le jugement de la cour d'appel, ce qui est quand même assez hallucinant. Donc on a rendu l'enfant au père, qui a continué à le garder, et puis, voilà, il a été... On peut savoir qui est le père, quelle est sa condition sociale, de quelle origine il est, juste pour se demander s'il y a une partialité ou s'il n'y a pas une partialité, s'il y a préférence ou s'il n'y a pas préférence. On est en droit de se poser des questions. Écoutez, on est en droit de se poser des questions de façon légitime, puisque le père est fonctionnaire de police, qu'il n'a jamais produit, ou à ma connaissance, puisqu'il n'a jamais respecté le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'a jamais transmis les pièces qu'il apportait au tribunal, savoir, je pense, très peu, et qu'il est fonctionnaire de police, sa compagne aussi est fonctionnaire de police, et qu'il prend comme argument pour pouvoir justifier la parole, la sacro-sainte parole, qu'il est fonctionnaire de police et assermenté. Qu'il a assermenté. Et moi, je trouve qu'il est assermenté dans un cadre professionnel et pas dans un cadre privé. Exactement. Voilà. C'est quand même fou qu'on puisse se servir de son assermentation pour valider sa bienveillance paternelle ou maternelle, alors que ça n'a absolument rien à voir. Donc là, j'ai l'impression qu'il déborde de sa fonction. Exactement. Totalement. Il faut savoir que mon ex-mari était sur les attentats de Charlie Hebdo. Donc, du coup, il s'en sert. On retrouve quand même, sur la dernière audience de la cour d'appel, où j'ai été très choquée. Vraiment, là, j'ai été vraiment dans un état traumatique. Où j'ai retrouvé, quand j'ai voulu consulter le dossier, là encore, on n'a pas de réponse des greffiers. Il faut vous déplacer, donc de Paris à Bordeaux. Et j'y suis allée, je me suis présentée, on m'a donné le dossier. J'ai pleuré une demi-heure. Quand j'ai lu le jugement, j'ai retrouvé des documents attestant de sa présence au procès de Charlie Hebdo qui se passait à Porte de Clichy. C'est quand même assez effrayant de voir les frères Kouachi dans un dossier d'assistance de mesures éducatives qui n'ont rien à faire comme justificatif dans un dossier d'assistance de mesures éducatives. Mais on voit là encore la sacro-sainte parole assermentée qui fait foi. Voilà. On trouve ça dans le dossier. Et ça, moi, je trouve ça très inquiétant. C'est très inquiétant, très très inquiétant. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui? Parce que là, tu es quand même venu pour réclamer une audience, une parole. Peut-être qu'on vous consacre un reportage sur les dérives des placements abusifs. Ah, j'ai oublié de te poser la question. Est-ce que tu as été victime, toi, de violences conjugales? Oui, une fois ou deux, effectivement. Dans un contexte il y a très très longtemps. J'en ai jamais parlé en fait. Mais c'est pas avec le même, avec le papa? Si, avec le papa. Je n'étais mariée qu'une fois en fait. Mais effectivement, il y avait peut-être des prémices auxquelles je n'ai peut-être pas fait attention. J'en sais rien. C'est un peu difficile puisque moi j'avais un mari
aimant mais très pervers en réalité. C'est quelqu'un qui présente bien, qui est gentil. Voilà, c'est monsieur tout le monde. Donc c'est très difficile. Mais il y a une partialité. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a de plus en plus, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il y a de plus en plus de placements abusifs. Et que je ne comprends pas, autant il peut y avoir des structures de la protection de l'enfance qui sont bienveillantes. J'ai eu encore quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit moi j'ai été suivie quand j'étais jeune par une structure bienveillante qui m'a aidée, etc. Mais autant il y a des structures avec des noms bien connus qui ont la main même sur certains départements. Les politiques sont au fait de cette situation. Les élus sont au fait de cette situation et il y a une chape de plomb, un silence qui fait que c'est très inquiétant. Je ne savais pas ce que c'était un placement abusif avant d'avoir été moi-même, concernée, victime. J'ai été victime pendant mon mandat d'élu, donc on est bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton. Tu as été élu où Dans les Hauts-de-Seine, pas très loin d'ici, à Clichy-la-Garenne. D'accord. Donc voilà, j'étais élu de l'opposition et précédemment maire adjoint à l'éducation. Délégué à l'éducation, personne ne s'est posé la question. Ouais. Vous avez beau apporter toutes les preuves que vous voulez, puisque pour moi en droit c'est la preuve qui fait foi. C'est ce que j'ai écrit au tribunal. On vous accuse d'être une mère procédurière. Si j'étais procédurière et si je suis procédurière dans le bon sens pour protéger mon enfant, alors oui, je peux l'être. Mais comment on peut rendre des décisions sans s'appuyer sur le droit et sans s'appuyer sur la preuve et surtout sur la parole de l'enfant. Il faut savoir recueillir la parole de l'enfant, c'est ce qui me semble le plus important. Aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans que j'ai un coup de fil d'une personne qui a été victime d'un placement abusif. Ça concerne toutes les classes sociales, c'est ça que je voulais dire. Donc toi, tu mènes une action de fond, justement, avec les parents qui s'estiment être victimes de placements abusifs, qui s'estiment être des foyers aimants et pour qui on a quand même placé leurs enfants. Par la force des choses, comme j'ai été élue, je suis reconnue d'un proche de la population. C'est ce qui m'a peut-être valu quelques problèmes. Et donc les gens continuent de venir vers moi, de m'appeler. Ça peut être des agents communaux, ça peut être des commerçants, Et je me suis rendu compte que tous, dans tous les corps de métier, dans toutes les classes sociales, on avait des placements abusifs. Sauf que là, ce que je trouve inquiétant, c'est cette dérive depuis quelques années, je pense, et surtout depuis cette dernière année, où il ne se passe quand même pas une journée sans que je sois au fait d'une situation de placement abusif. Donc ça m'inquiète, puisque ça se passe sur simple dénonciation. C'est-à-dire, voilà, vous avez un différend avec un animateur, il appelle les services sociaux, et la machine est enclenchée. C'est triste. C'est triste et inquiétant. Oui. Alors, on est devant BFM TV. Aujourd'hui, c'est aussi pour réclamer une audience. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire à BFM, au ministère de la Justice, au ministre de la Santé et au président de la République Moi, j'ai écrit à tout le monde, au ministre de la Justice, à Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Je connais les représentants associatifs qui œuvrent soi-disant pour la protection de l'enfance. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on ne peut pas continuer avec un tel système, puisque les hommes d'État se doivent de protéger et de considérer les enfants de la République. Ce sont vos enfants de la République qu'il faut considérer. On est en train de sacrifier la jeunesse, la génération future. On fabrique par cette maltraitance des placements abusifs, on fabrique des futurs délinquants, des futurs terroristes. Mera était issu de la protection de l'enfance. On fabrique des futurs SDF, drogués, prostituées. Des personnes avec des cas pathologiques graves. Pourquoi ne pas se mettre autour de la table, réfléchir ce qui manque? C'est pas de mettre forcément des moyens. On trouve ça aussi dans les combats des féministes sur les victimes de violences conjugales. Ce qu'il faut d'abord, c'est penser autrement, trouver une façon de réformer ce système. Et il existe des solutions, mais pour cela, il ne faut pas aller vers ces soi-disant représentants de la protection de l'enfance. Ce qu'il faut pour changer et construire un système bienveillant, c'est s'appuyer sur les parents.
et sur l'enfant, sur l'audition de l'enfant. Comment on auditionne un enfant? Justement, mais l'enfant, sa parole, elle n'est pas... de tous les cas qu'on a pu entendre, la parole de l'enfant, elle est mise de côté, hein, elle est désuète. Hein, c'est l'enjeu majeur. Alors que c'est lui-même qui est concerné. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout, mais alors absolument pas entendu. En France, on ne considère pas la parole de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas un sujet unique à part entière. Et c'est bien ça le problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut, avant de mettre les moyens, il faut d'abord réfléchir autrement. Il faut repenser un système bienveillant. On peut le construire, c'est possible. Il y a beaucoup de parents qui ont travaillé par la force des choses sur ces problématiques-là. Je ne comprends pas qu'on puisse sacrifier les enfants de la République. Construisons un monde plus juste, soyons humanistes et arrêtons de l'ubérisation de la protection de l'enfance, puisque c'est ça qui se passe. C'est ça dont il est question. Oui. C'est la manne financière. C'est ça. Donc, 8 milliards d'euros qu'on pourrait consacrer entre 8 et 13. 8 et 13 milliards d'euros qui sont manquants à la jeunesse, on l'a vu pendant la crise sanitaire et aux étudiants. Donc si on propose un système moins coûteux, on pourra utiliser cette manne financière pour, mettre les moyens dans la justice. Encore faut-il savoir où les mettre, parce que la justice, c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de simplification des procédures. Exactement. Voilà, comment on rend la confiance des citoyens en la justice, comment on peut accéder à l'information, comment on peut simplifier la façon de porter plainte. Il existe des solutions, construisons-les au lieu de dire constamment il faut des moyens. Oui, il faut des moyens, mais avant, il faut repenser un système bienveillant. Et surtout ne pas porter des accusations ou faire des signalements alarmants sans aucune preuve, sans aucun élément probant qui va étayer ce qu'on avance pour briser une famille toute une vie. Parce que le principe de l'ASE, c'est quand même un système qui vous prend en tenaille jusqu'à la fin de votre vie, surtout si vous ne vous taisez pas. On ne veut pas entendre les plaintes des parents plaignants à l'heure actuelle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. En tout cas, je te remercie, Samia. Est-ce que tu as une page pour être soutenue ou un endroit où on peut te joindre? Je ne sais pas. Alors, pour l'instant, au début, je ne voulais pas trop exposer mon cas, puisque j'ai beaucoup de mal à mettre ma vie privée comme ça normal. Public. C'était très difficile pour moi, même si j'ai un parcours politique. Mais tu l'as fait parce que... Voilà, je l'ai fait pour servir la cause et pour donner l'alerte, mais aussi être force de proposition. C'est pas tout et d'être dans la critique. J'ai créé dernièrement, sous la pression de la population de ma ville, c'est ça qui est assez incroyable, c'est cette énergie, cette solidarité et cette bienveillance de la population. J'ai créé donc une page YouTube, Samia Bayol. Bayol, B-A-Y-O-L. S-A-M-I-A mon prénom, et Bayol, B-A-Y-O-L. Donc là, je viens de la créer il y a 2 jours, une page YouTube. D'accord, donc on peut te retrouver là-bas. Voilà, ou sur mon Facebook, ou je suis beaucoup aussi suivie sur Twitter. Pour l'instant, j'ai pas eu le courage de mettre mes vidéos sur Twitter. D'accord. Il faut que je passe le cap, mais ça va se faire. Ça va se faire. De toute façon, moi, je la partagerai depuis YouTube sur Twitter. Voilà, je te remercie beaucoup, Twitter. Désolée, je t'ai pas vous voyez. Ça, c'est pour ceux qui pour ceux qui me critiquent et qui me disent qu'un tel je vous vois et l'autre. Parce que en fait, je mets du vous, du tu. Non, mais il n'y a aucun problème. Et il n'y a aucun problème J'aime beaucoup ta façon de mener de respect. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir de voir de bons journalistes. J'espère que la voix, t'as quelque chose. J'espère qu'on sera entendu, qu'une audience, en tout cas qu'une émission sera faite, mais pas une émission qui va faire régresser la cause et faire taire la parole des parents. Une émission qui va faire évoluer notre politique, notre système politique, qui donnera plus d'équité, plus de justice et plus de liberté d'expression, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un triptyque infernal. Je vais vous laisser sur le Globe 777. N'oubliez pas de partager, de liker, c'est ultra important, faites-le pour les parents. Et n'oubliez pas de taguer la vidéo BFM TV et LCI et toutes les chaînes, même celle de France Télévisions, pour que vraiment quelque chose, un travail de sérieux soit entrepris par nos médias français, nos médias que je rappelle, je rappelle, qui ont touché 403 millions d'euros durant la crise du Covid.
pour pallier aux pertes qu'ils avaient eues, alors qu'en fait, ils n'ont pas eu de pertes. Mais justement, il faut qu'ils fassent leur travail, parce que les taxes, c'est nous, les impôts, c'est nous, et les citoyens, c'est nous aussi. Il ne faut pas nous oublier. À bientôt.